Merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir et un honneur d'ouvrir ce colloque sur l'éthique des sciences participatives. Je suis très content parce que moi-même, je suis un militant de ces approches depuis une trentaine d'années. Donc c'est intéressant de voir l'évolution des institutions scientifiques par rapport à ce qui au début était quelque chose de très marginal et qui devient de plus en plus important. J'ai aussi l'occasion de travailler assez régulièrement avec des collègues de l'INRAE. Et puis aussi au sein du conseil scientifique de l'IRSN et de l'ANSES, qui mobilise deux institutions qui mobilisent une certaine mesure des recherches participatives. Donc je voudrais aussi, comme l'a dit Jean-Baptiste en introduction, souligner que la production d'expertise concerne aussi ce qu'on discute aujourd'hui, et pas uniquement la question de la recherche au sens strict, mais aussi la question de la production d'une expertise plus robuste. Alors, c'est très chargé, mais je vais aller très vite là-dessus. Donc, si on regarde un petit peu d'où vient la demande de participation ou, disons, la volonté des institutions scientifiques et politiques à instituer la participation, je reprends ici un cadrage qui a été fait par Loïc Blondiot. Donc, c'est la manière dont les sciences sociales réfléchissent un peu à cette question, disons, dans l'histoire récente de nos sociétés. On aurait affaire à des sociétés de plus en plus complexes, donc qui produisent une division en sous-systèmes, comme le définit quelqu'un comme Niklas Luhmann. Des sociétés de plus en plus divisées. Et là, on revient à la question morale et à la question éthique, parce que morale et éthique sont d'ailleurs deux synonymes. C'est très compliqué de définir ce que c'est que l'éthique. On le verra peut-être après dans des cas particuliers. Donc, une hétérogénéité croissante des postures morales, en fait, qui fait qu'il devient de plus en plus difficile de produire de la concertation et du consensus. Troisième cadrage, des sociétés de plus en plus réflexives. Et là, bien sûr, on peut penser aux travaux d'Ulrich Beck avec la montée de la réflexivité à propos des effets secondaires de la technologie. Et puis aussi les travaux de Callan et collaborateurs sur la démocratie technique ou la démocratie dialogique, même si ce cadrage de Beck qui montre une émergence de la réflexivité après la Deuxième Guerre mondiale a été critiqué par des historiens comme Jean-Baptiste Fressos en montrant que la critique des dégâts du progrès remonte bien plus tôt, déjà à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Des sociétés de plus en plus indociles, donc des mobilisations de groupes concernés par des impacts directs, par des groupes de riverains, notamment d'installations industrielles. Des sociétés de plus en plus défiantes vis-à-vis de la démocratie représentative. La montée de ce que certains appellent des populismes, même s'il faut prendre cette expression avec des gros guillemets. Et donc la volonté de mettre la participation pour revitaliser le social. Et puis également la montée en puissance d'un principe de participation dans la gouvernance avec les parties prenantes ou les stakeholders qui a été posé et formalisé en 2001 par la Commission européenne. C'est-à-dire que les systèmes de gouvernement traditionnels, top-down, ne sont plus suffisants et que ce soit avec les entreprises ou avec les ONG, il faut instituer une forme de participation, y compris dans les politiques scientifiques et technologiques. Il faut se rappeler que c'est au milieu des années 80, avec le Danish Board of Technology en particulier, que la conférence de citoyens est inventée. Jusque-là, on faisait de l'évaluation technologique non participative dans les offices en charge de ces questions. Si on multiplie encore les cadrages, on a bien sûr une connexion entre le développement de la participation citoyenne et les différents mouvements sociaux. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, les institutions se réforment rarement d'elles-mêmes, de l'intérieur, mais elles se réforment sous la pression sociale, la pression démocratique des mouvements sociaux. Donc, il y a une connexion très forte avec les mouvements féministes, les luttes antiracistes, les luttes postcoloniales et décoloniales. Et puis, bien sûr, il y a aussi le rôle très important joué par les controverses autour des innovations technologiques qui sont développées de manière avec un technology push. J'ai listé ici quelques-uns de ces grands dossiers qui sont vraiment extrêmement structurants, et notamment au sein de l'INRAE, les pesticides, l'amiante, les OGM, la vache folle, les rayonnements électromagnétiques, les conflits d'intérêts dans le développement des médicaments, les nanos, etc. Donc à chaque fois qu'une de ces technologies arrive sur le marché, on a une multiplication des controverses et surtout, à partir des OGM, on a vraiment un développement massif de la participation dans les technologies qui viendront en aval, en particulier les nanos, c'est-à-dire que les OGM ont été considérés par les institutions scientifiques comme un exemple de ratage institutionnel majeur, et pour produire de l'acceptabilité sur les
technologies qui vont venir en aval des OGM, on a vu se multiplier des centaines de processus participatifs dans le monde entier sur les technologies qui vont venir, comme les nanos, la biologie de synthèse, etc. Et puis, pour faire un petit plaidoyer pour l'Alliance Sciences-Société, puisque je fais partie du bureau d'Alice, la montée en puissance et la reconnaissance d'un tiers secteur de la recherche, donc qui va regrouper en fait les ONG, l'économie sociale, le secteur de l'économie sociale et solidaire, et puis tout ce qui concerne l'auto-entrepreneuriat. Historiquement, bien sûr, on part d'une position extrêmement paternaliste des milieux scientifiques, qui est, comme vous le savez, fondée sur un modèle qu'on appelle le modèle du déficit, qui a été démonté par des centaines d'études empiriques, mais qui renaît à chaque fois de ses cendres, comme un phénix. Et beaucoup de nos institutions scientifiques et de nos responsables scientifiques sont encore dans un modèle qui, en fait, considère que le public est craintif et irrationnel, alors que finalement, ce à quoi on a affaire plutôt, et on le voit empiriquement, c'est à une peur des élites vis-à-vis du public. Alors, on a utilisé dans le cas des nanos, par exemple, Harry Ripp avait développé le concept de nanophobie-phobie, donc la peur de la phobie des nanos. Donc des projections qui sont faites par les milieux scientifiques et les élites politiques sur les citoyens et les citoyennes, qui ne reposent sur aucun fondement empirique. Et là, j'ai déployé simplement voilà, le cadre d'analyse un peu de ce déficit modèle qui remonte notamment au modèle de Public Understanding of Science que la Royal Society britannique a développé au milieu des années 80, qui dit en gros qu'une meilleure communication va produire davantage d'acceptabilité. Et on sait empiriquement que c'est exactement le contraire qui se passe. Maintenant, si on essaie de caractériser un peu le type d'interaction entre sciences et société dans trois modèles dominants, c'est très simplifié, mais après on va détailler la chose. On a un premier modèle qui vise le transfert de connaissances, donc le transfert des contenus, qui est basé sur le modèle du déficit et qui utilise la vulgarisation dans un modèle de communication unidirectionnel et qui renvoie à des paradigmes historiquement liés au scientisme, à la technocratie, à l'économie de la connaissance, qui vise à réduire les changements, les résistances à l'innovation technologique. On a un deuxième modèle qui concerne beaucoup, bien sûr aussi la recherche, mais l'expertise, la production d'une expertise sociale robuste, donc avec tout ce qui se développe autour justement de l'évaluation technologique participative, où là on va discuter du contexte de la recherche, on va essayer de produire le dialogue, on va consulter, négocier, on a une communication bidirectionnelle entre chercheurs, citoyens et décideurs politiques, et on cherche à renforcer la responsabilité sociale des autorités qui produisent des décisions sur les innovations scientifiques et techniques, et on cherche aussi à renforcer une culture scientifique générale. Et puis on a un troisième groupe d'approches qui consiste à définir les buts, l'agenda de la recherche et les impacts aussi, y compris évaluer en commun ces impacts, qui s'intéressent au contenu, au contexte, et qui visent à renforcer les capacités des acteurs sociaux, que ce soit les individus, par exemple les groupes de malades, ou des riverains ou des ONG, qui visent l'autonomisation, l'émancipation, via des processus de coproduction des savoirs qui sont multidirectionnels et, si possible, comme on le verra tout à l'heure, continus, puisque bien sûr le défaut de ce genre de démarche de technology assessment participatif, c'est qu'on fait une évaluation de l'opinion. Alors je vais prendre l'exemple des nanos en France, c'est pas un très bon exemple parce que ça s'est pas très bien passé grâce à pièces et main d'œuvre. Mais disons voilà, on va consulter la population française sur les tests génétiques, par exemple, on fait une conférence de citoyens sur les tests génétiques et ensuite pendant 10 ans on arrête de consulter et puis on continue à développer la technologie business as usual. Donc cette idée qu'il suffirait, on l'a écrit d'ailleurs avec Pierre-Benoît Joly un article qui critiquait vertement ce modèle de upstream public engagement, c'est-à-dire que le déficit démocratique sur la gouvernance des technologies pourrait être évité en communiquant en amont de la trajectoire, est bien sûr tout à fait insuffisant, puisqu'en fait il faut des processus de bouclage continu à travers les trajectoires technologiques. Et puis là, ça renvoie à des concepts qui sont importants sur lesquels on reviendra tout à l'heure. La question de l'approche de sciences civiques, par exemple, comme Sheila Jasanoff le propose, de démocratie technique ou de justice cognitive, c'est-à-dire des démarches qui visent à combler les inégalités de savoir, les inégalités épistémiques entre les groupes sociaux. Alors, quand on s'intéresse à ces questions, on ne peut pas ne pas mentionner, bien sûr, la manière, et là on le fait très très vite, comment la Commission européenne définit l'ouverture de la recherche et de l'innovation. Alors, le concept de recherche et innovation responsable a été posé il y a une dizaine d'années à peu près par la Commission. Et j'aime bien montrer, par exemple, cette image aux étudiants en leur disant, bon, voyez un petit peu, regardez
comment la Commission définit ce que serait une recherche et innovation responsable. On va trouver ça, par exemple, aussi dans la charte des ingénieurs de l'Académie suisse des sciences techniques, par exemple, qui encadre la formation dans nos écoles polytechniques. Et quand on voit ce genre de formulation, c'est-à-dire une innovation qui soit éthiquement acceptable, soutenable, socialement désirable, et qui implique la consultation des citoyens, de ceux qui produisent les politiques publiques, des entreprises, du tiers secteur, etc., on s'aperçoit bien sûr que ces propositions stratégiques ou politiques sont totalement irréalistes. Donc on a très souvent, comme on l'a d'ailleurs très souvent dans des chartes, par exemple la charte d'un hôpital, par exemple du droit des patients, un écart considérable entre les documents de cadrage et les dispositifs concrets pour produire cette démocratisation. Cette critique, elle a été faite très tôt par rapport à la participation, avec ici un modèle classique de Sherry Einstein qui en fait qualifie la participation comme allant de la simple manipulation ou la thérapie des conflits et des controverses, qui est une demande souvent adressée dans une première étape aux sciences sociales, souvent avec une bonne intention, aidez-nous à pacifier des conflits, à un contrôle direct des personnes concernées sur ces innovations. Donc en fait, je dirais que le boulot des sciences sociales, très souvent, c'est de faire progresser les acteurs vers le haut de l'échelle à partir d'une demande très minimaliste de production, d'acceptabilité ou d'acceptance. Toujours sous l'angle un peu d'un regard critique, quand on parle de science ouverte, il faut se demander est-ce que la science est vraiment ouverte? Alors quand on regarde les documents de cadrage, je pourrais prendre celui qui concerne la Suisse, on s'aperçoit que ce qui définit la science ouverte, alors bien sûr aussi l'open data, l'open publication, etc., l'open science, c'est des concepts qui ont été produits par des experts du monde académique pour le monde académique. C'est très clair. Donc en fait, la dimension open est très restreinte. La question de l'édition des connaissances scientifiques pour permettre aux acteurs de se les approprier et d'en faire quelque chose n'est pratiquement jamais traitée. Et de manière mécanique, l'ouverture de la science est censée produire des effets d'appropriation parce que bien sûr, tout le monde, tous les citoyens vont aller lire les publications qui sont publiées dans Nature ou Science, ce qui est bien sûr une illusion complète. Par contre, l'UNESCO, en 2021, a essayé de combler ce gap qu'il y a dans l'inclusion véritable des acteurs sociaux dans la recherche, dans l'open science. Alors ici, vous avez les principes de base posés par l'UNESCO, donc un document ratifié par 190 pays. Vous voyez que bien sûr, beaucoup de ces catégories ici concernent des valeurs éthiques, l'intégrité, l'intérêt collectif, l'équité, la justice, la diversité et l'inclusion. Et l'UNESCO va ajouter une composante qui jusqu'ici manquait énormément dans le paradigme de la science ouverte, la production participative, le financement participatif, le bénévolat scientifique, assez classique, les sciences citoyennes et participatives, et bien sûr, un lien également avec le dialogue avec les autres systèmes de connaissances, c'est-à-dire de manière à éviter que les approches scientifiques occidentales n'éradiquent par exemple les autres modes de connaissances au niveau international, en particulier dans les pays du Sud, ce qui est une dimension extrêmement importante si on pense aux questions de santé par exemple, puisque les paradigmes de soins que vous trouvez dans de nombreux pays du Sud sont totalement syncrétiques et vont mélanger des approches de sciences biomédicales très pointues et d'autres savoirs traditionnels. Et on est en train d'ailleurs ici en Europe de réintégrer, c'est intéressant, ça vient surtout des États-Unis, le modèle de la santé intégrative qui est en quelque sorte une conciliation entre les approches de médecine conventionnelle et de médecine complémentaire. On peut aussi cadrer la question en termes de public, et c'est très important quand on parle de public, puisque très souvent, le public est évoqué de manière non discriminante et de manière imprécise. On peut dire qu'on a des publics construits, ceux qui sont construits par les sondages, comme vous le savez, typiquement les eurobaromètres qui permettent d'avoir des évolutions diachroniques de l'opinion concernant les sciences et les techniques. Le baromètre de l'IRSN, par exemple, le baromètre des risques. On a des publics qui sont invités dans des consultations, avec un arsenal de méthodes extrêmement diversifiées et complexes. La littérature scientifique montre qu'on a plus d'une centaine de méthodes existantes aujourd'hui. Des publics concernés, directement intéressés à contribuer à la production des connaissances ou qui sont même les détenteurs et les détentrices des connaissances primaires sur, par exemple, les maladies rares. Et les publics qui sont mobilisés, c'est-à-dire
les publics qui se mobilisent dans l'espace public pour revendiquer un certain nombre ou contester le développement de certaines technologies. Vous avez ici des exemples bien connus. Et ce qui est intéressant de penser dans la question des sciences participatives, c'est l'articulation entre ce que Mermet avait appelé les débats d'élevage organisés par les pouvoirs publics pour mieux gouverner les sciences et les techniques, et les débats sauvages, c'est-à-dire les mouvements activistes de contestation qui aujourd'hui deviennent extrêmement importants, y compris au sein du monde scientifique. On y viendra en conclusion, dans le milieu scientifique. Alors, je prends ici un cadrage de ce que c'est que la recherche participative abordée sous l'angle tel qu'il est souvent utilisé au Québec, avec les populations exclues, donc qui comprend ici, dans cette expression, 4 droits. Elle en revient sur les questions éthiques de manière un peu plus précise. Le droit de produire des connaissances scientifiques pour les non-experts, le droit de parole des personnes qui vivent des situations d'exclusion et de subordination, le droit de penser des acteurs profanes d'être reconnus dans leur capacité d'analyse critique, et le droit de citer qui accorde la possibilité aux acteurs profanes de revendiquer la propriété intellectuelle sur les connaissances qui sont coproduites. Je reviens ici à l'excellent numéro qui a été évoqué en introduction, numéro spécial que je trouve vraiment excellent. Il y a vraiment quelques papiers qui méritent d'être lus, je dirais, par tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui s'intéressent à ces questions, qui sont extrêmement éclairants. Je vais y revenir là. Donc, on a ces 4 niveaux ici. Je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que vous connaissez tous et toutes ce genre de taxonomie, donc qui va du crowdsourcing à la recherche collégiale. Ce qui est intéressant, c'est que dans le numéro, il y a un papier de Dominique Desclos qui insiste sur la dimension temporelle de la recherche participative et les contraintes spécifiques qui reposent sur elle. J'aimerais insister sur le fait que l'écosystème de recherche tel qu'il existe aujourd'hui, sur son mode compétitif basé sur l'impact factor, est totalement inadapté la plupart du temps au développement des recherches participatives et des recherches des sciences participatives qui impliquent un feuilletage des temporalités variables en fonction des acteurs. Et il y a un très joli papier. La citation, vous l'avez ici. Dans le cas d'un projet de recherche, si le temps chronos peut être assimilé à l'organisation, le kairos à la motivation, la rencontre, l'aion serait le temps de l'action et de la diffusion, mais surtout d'une action pensée dans la durée, voire la durabilité. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si on reprend cette taxonomie qui est proposée dans le numéro spécial de la revue, on voit que le temps du projet auquel nous chercheurs professionnels, nous sommes habitués, c'est le temps du court terme, en général 3 ans, 5 ans maximum. Et puis qu'on a un autre temps qui est celui de la rencontre, du kairos, de l'opportunité, qui résulte justement de la surprise produite par la dynamique d'acteurs. Et puis finalement, on a un 3e niveau de temporalité qui vise en fait la longue durée, la durabilité si on veut, puisque comme il est bien exprimé dans ce papier, en fait quand on a terminé une recherche participative, on n'a pas forcément envie de sauter sur le prochain projet, mais on a plutôt envie de continuer avec la dynamique des acteurs avec lesquels on a été engagé pour poursuivre l'aventure. Donc, je vous incite vraiment à lire ce papier. Il est très subtil, extrêmement important. Et bien sûr, cette question du feuilletage des temporalités de la recherche, c'est-à-dire des affects qui sont projetés par les différents types d'acteurs, des intérêts qui sont projetés sur le travail de recherche, est très rarement travaillé dans les institutions, puisque finalement, les institutions fonctionnent en mode projet et donc sont souvent totalement inadaptées à l'incubation et à la conduite des projets de recherche participative. Alors ici, j'ai quelques exemples, mais je vais aller vite parce que je pense que vous connaissez toutes et toutes ce genre d'exemples, juste pour faire un peu cette taxonomie des approches qui résulte de cette stratification ici depuis le crowdsourcing jusqu'à la recherche collégiale. Les plateformes numériques d'études de la biodiversité que vous connaissez bien, qui ont une puissance de frappe extrêmement développée, extrêmement intéressante, très bien développée notamment à l'INRAE, mais dans beaucoup d'autres institutions de recherche, notamment sur les questions d'évaluation des risques. Le même genre d'approche dans le domaine de l'astrophysique avec l'analyse de la géométrie des galaxies, de la forme des galaxies. C'est un projet qui est terminé maintenant. Il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des projets de sciences humaines et sociales qui font du crowdsourcing, des projets de sociologie publique ou d'histoire publique, comme ici la transcription d'écrits de correspondance sur les militants contre l'esclavage aux États-Unis. Donc vous pouvez vous connecter et tester la plateforme. C'est extrêmement bien fait pour participer donc à la transcription de ces écrits épistolaires qui font l'objet d'une curation centralisée. Après, on passe à un stade un peu supérieur avec un projet ici, le projet Compare, qui est développé dans un hôpital parisien sur les maladies chroniques, où là, actuellement, on a à peu près 50 000 patients qui sont impliqués soit dans des enquêtes en ligne,
soit dans la proposition de nouveaux protocoles, soit dans des études cliniques. Donc là, on voit, il y a beaucoup, en fait, le message, c'est aussi qu'il y a des gisements d'innovation absolument partout qui sont très peu exploités. Les hôpitaux sont une niche d'innovation potentielle gigantesque autour de la recherche sur la santé, que la plupart d'entre eux mobilisent assez peu, en tout cas dans mon propre pays, où je trouve qu'on a un retard considérable en la matière. Un autre type qui concerne plutôt la gouvernance, les conférences de citoyens. Alors là, c'est une conférence de citoyens très particulière. C'est la conférence de citoyens sur le changement climatique qui a eu lieu à la veille de celle de Copenhague, qui a été un grand échec, comme vous le savez. Alors avec mon équipe, on avait organisé le volet suisse, qui était la coordination se faisait par le Danish Board of Technology. Donc il y avait 38 pays, 100 citoyens dans 38 pays qui simultanément délibéraient sur les mêmes paramètres que ceux qui étaient proposés aux négociateurs des différents pays. C'était très beau de voir la carte se dessiner comme ça sur une map monde en temps réel. On aboutissait à des recommandations beaucoup plus radicales que celles qui sont sorties de Copenhague. Donc, je montre cet exemple parce que c'est un des rares exemples, à part la conférence européenne sur les sciences du cerveau, de conférences de citoyens à l'échelle internationale. C'était extrêmement intéressant comme dispositif, très complexe à organiser et avec des impacts très limités, on va le dire comme ça. Peut-être beaucoup moins d'impact que les collègues qui vont bloquer les autoroutes, mes propres collègues à l'UNIL qui vont bloquer les autoroutes ces temps-ci par rapport au climat. Des dispositifs d'interface encore un cran plus haut, où là on a une véritable interface justement entre les pouvoirs publics locaux impactés par les nuisances industrielles à Fos-sur-Mer ici, des chercheurs du monde académique et des citoyens collecteurs, naturalistes, qui vont prélever des échantillons et ces échantillons sont analysés pour déterminer la qualité du sol, de l'eau et de l'air. Là, c'est un dispositif très, très intéressant de laboratoire citoyen qui est en train de se généraliser dans plusieurs régions de France et qui produit une véritable acculturation à la question de l'évaluation des risques et à la documentation des paramètres écologiques. ATD Carmonde, dans un autre secteur qui concerne l'étude sur la grande pauvreté, qui est un membre très actif de l'Alliance Sciences Société, a développé des protocoles extrêmement originaux sur les mécanismes de la grande pauvreté avec les personnes concernées, donc c'est quelque chose qui est très rare. Et puis, dans le domaine biomédical, je mentionne encore un autre type de développement. Alors, je trouve que j'y suis très sensible parce que j'ai eu l'occasion de passer un an au laboratoire Généton au moment de la production des cartes du génome humain. Donc, j'ai observé ça de l'intérieur. Donc, un groupe de malades, comme l'Association française contre les myopathies, qui va devenir un acteur majeur de la production d'outils qui vont être utilisés dans le monde entier par tous les chercheurs qui travaillent sur les maladies génétiques. Publication la plus citée au monde pendant plusieurs mois, de 3 versions différentes dans Nature, donc, et des familles qui vont participer à la collecte d'échantillons d'ADN et des associations de malades qui vont piloter en fait une bonne partie de la recherche sur le génome humain, je ne vais pas dire à la place de l'État français, mais avec une vision qui était en avance sur ce que l'État français avait produit comme stratégie de recherche sur le génome. Donc quelque chose de tout à fait inédit. Et puis il ne faudrait pas oublier aussi les tiers-lieux, parce qu'à mon avis, les tiers-lieux ne sont pas en général des lieux de recherche, par contre ce sont des lieux extrêmement importants d'acculturation technique et scientifique et participent beaucoup à des démarches d'évaluation du risque sur les territoires, notamment le risque chimique, le risque bactériologique, les questions de qualité de l'air et des choses comme ça. Et je pense aussi que par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, au développement des sciences et recherches participatives, on a besoin de développer massivement en dehors des institutions scientifiques des lieux où les légitimités sont aplanies, donc des tiers-lieux. Je donne un exemple ici d'un groupe avec lequel, de ma propre équipe, un groupe d'une trentaine de personnes qui sont des citoyens et citoyennes dont la moitié sont des malades chroniques avec qui on travaille depuis 4 ans. Au début sur la question de la médecine personnalisée et maintenant c'est un groupe qui est institué en collège des co-chercheurs dans le domaine de la santé qui s'est doté d'une charte. Donc c'est une charte qui est intéressante en elle-même, qui renvoie à beaucoup des questions qui sont discutées dans le document d'INRAE. Donc réduire la symétrie des savoirs. Et donc ce qui est intéressant, la propriété de ce groupe de personnes, c'est que ça n'est pas un groupe de malades, ça n'est pas un groupe militant ou de porteurs d'intérêt, c'est un groupe de citoyens et de citoyennes qui s'investissent sur différents dossiers concernant la santé. Donc c'est un groupe qui a une propriété politique spécifique, si vous voulez, par rapport à des groupes d'intérêt. Et si on reprend le modèle de Montréal,
où en fait les patients et les patientes peuvent s'investir soit dans la gouvernance globale du système de santé, soit dans la formation des soignants, soit dans la recherche biomédicale. Vous voyez ici les exemples de travaux qu'on fait avec ce groupe, c'est-à-dire on travaille à la fois sur l'amélioration de l'ergonomie hospitalière pour les seniors, sur le droit des patients au niveau juridique avec les autorités de santé, sur la formation des personnes à la manière de remplir ce qu'on appelle les directives anticipées ou les projets de soins anticipés, et aussi sur le co-design du dossier électronique du patient, en particulier le plan de médication partagé. Et on a démarré maintenant un projet de laboratoire citoyen de santé intégrative. Donc ça, c'est un exemple local suisse. Voilà, j'arrive vers la fin. Sur les questions éthiques, on va essayer de terminer là-dessus. Donc, si on regarde les choses sous l'angle des inégalités épistémiques, telles que le formule notamment le groupe qui est dirigé par Baptiste Gaudry à Montréal, ici on met l'accent beaucoup sur des populations qui sont exclues ou marginalisées. Mais j'ai pris cet exemple parce qu'en fait, c'est un des exemples où on a développé le mieux les grilles d'évaluation de l'inclusion de ces personnes et l'impact des recherches qui sont produites. Donc c'est un document que je vais vous présenter qui a été développé par le CREMIS. Je le fais très vite. Donc c'est un document que vous trouvez en ligne qui fait 8 pages et qui qualifie de manière extrêmement détaillée ce qu'est une recherche participative visant à diminuer les inégalités épistémiques. Alors vous voyez que ce document, par exemple, va traiter de la problématique, bien sûr, et des objectifs du projet de recherche en s'intéressant à qui pose le problème de la recherche. Donc là, j'ai vraiment, chaque point, j'ai élagué massivement. Hein, c'est beaucoup plus détaillé, mais c'est pour vous donner envie d'aller regarder ce document. Même s'il s'adresse à des populations marginalisées, il a une valeur générique pour d'autres projets de recherche participative. Comment est-ce que les interprétations qui sont faites par ces personnes ont été traitées? Et bien sûr, quelles sont les finalités du projet? Ensuite, on a un chapitre sur quels sont les groupes qui sont impliqués. Est-ce qu'on a bien impliqué les groupes qui sont concernés par la thématique qui nous occupe? Comment est-ce que ces groupes sont désignés? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a un phénomène d'étiquetage, d'exclusion, etc. Quelles sont les méthodologies mises en œuvre? Un troisième paquet qui concerne la validation et la production des savoirs. Qu'est-ce qu'on a réalisé comme apprentissage de type scientifique, politique, en termes d'action collective, etc. Comment la division du travail entre les partenaires est opérée? Et est-ce qu'on a posé des balises éthiques en ce qui concerne la propriété des données et des connaissances qui sont produites? Un chapitre concernant la diffusion des savoirs, en bien sûr posant la question de l'édition des connaissances. Ça, je pense, quelque chose qui est très insuffisamment travaillé dans nos institutions scientifiques. Bien sûr, les articles, la comité de lecture, les articles avec notes en bas de page, c'est très bien. Mais si on veut faire de la recherche participative et de la recherche inclusive, on doit être beaucoup plus créatif dans nos manières d'éditer le savoir. Et je pense que là, on a toute une frange de nos étudiants, et les nouvelles générations sont beaucoup plus capables que nous, l'ancienne génération, de produire des formes innovantes à cheval entre, par exemple, les arts plastiques ou le design et la recherche. Hein, donc tout le domaine qui est en train de se développer maintenant, qu'on appelle la recherche-création, qui est une condition, finalement, pour réaliser un certain nombre d'impacts de la recherche participative. Avant de terminer sur une proposition concernant le cadrage éthique, j'aimerais souligner qu'il existe un lien intrinsèque entre l'inclusion des personnes non chercheuses professionnelles dans les recherches participatives et la question de l'engagement des chercheurs. Et ici, je fais un peu de publicité pour ce rapport sur lequel on a travaillé pendant 2 ans avec une quinzaine de collègues à l'UNIL, qui a été déclenché par le fait que quelques collègues très réputés, par exemple Julia Steinberger, que peut-être certains d'entre vous suivent sur Twitter, qui est une chercheuse majeure dans le domaine du climat, qui est une activiste qui récemment s'est fait arrêter par la police il y a 2 semaines sur l'autoroute de Berne, plus d'autres collègues qui sont intervenus aux côtés d'Extinction Rébellion et de mouvements activistes, ont déclenché une controverse à bas seuil au sein de notre institution. Tous les collègues qui s'expriment également sur Twitter avec leur étiquette académique, ça a déclenché une réflexion interne, une étude et une analyse sur le cadre de l'engagement des chercheurs de l'Université de Lausanne. Ce rapport est extrêmement intéressant, il est extrêmement ambitieux par rapport à la moyenne des institutions académiques et en gros, il soutient massivement l'engagement des chercheuses et des chercheurs, y compris, alors il ne le soutient pas, mais il tolère de manière forte les actions de désobéissance civile,
On a travaillé avec une collègue qui vient de terminer sa thèse sur la désobéissance civile, qui a un travail pionnier en la matière. Et en gros, la position de l'université, ça va être de dire, d'ailleurs, le cas de Julia Steinberger a été évoqué par les médias, on va dire plutôt de droite récemment, en demandant à notre institution comment est-ce qu'on pouvait tolérer que des professeurs de notre université aillent se coller les mains sur l'autoroute. On a répondu en se basant sur ce document et en statuant sur le fait que ce n'était pas l'institution universitaire de statuer sur le statut légal de la désobéissance civile, mais ça regardait éventuellement l'État, mais pas l'université. Bref, je vous engage à aller lire ce document parce que je pense que la question de penser la question des sciences participatives sans repenser fondamentalement aujourd'hui le rôle des chercheurs et des chercheuses et leur posture, on oublie la moitié du paysage, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un chercheuse ou une chercheuse? Qu'est-ce que c'est que la mission de l'université? Qu'est-ce que c'est qu'une université engagée ou pas engagée? Alors, je termine sur une proposition concernant la dimension éthique, c'est quand même le sujet de ce colloque. Et je me base sur un très bon papier de Gay et Gaudry dans un numéro de sociologie consacré à la recherche participative de 2020, que je vous invite à regarder parce qu'il est extrêmement riche, parce qu'il souligne à la fois les forces et également les risques. Il y a un papier qui souligne les risques aussi de la recherche participative du point de vue de la recherche scientifique. Alors, on part d'un concept de communauté d'interrogation. On peut dire que, bien sûr, dans le monde scientifique, nous sommes, exprimés à la manière de Dewey et de Peirce, des communautés d'interrogation qui travaillent avec des paradigmes en concurrence. En particulier dans les sciences sociales, on a N modèles concurrents sur la manière de produire des connaissances sur la société. Et on définira l'éthique de la recherche comme un processus qui est mené en dialogue avec, des communautés d'interrogation que je viens d'évoquer, qui regroupent des chercheurs professionnels, des co-chercheurs non universitaires avec lesquels ils collaborent, et des comités d'éthique. Donc on voit qu'il y a 3 catégories d'acteurs. Et la catégorie d'acteurs numéro 3, évidemment très importante, puisqu'elle a une manière de fonctionner qui a été instituée, disons, pour aller vite, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les principes de la bioéthique, avec les 4 principes que vous connaissez, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, etc. Donc un cadrage extrêmement simple et simpliste quand on s'intéresse à la recherche participative. Et puis on va introduire après les communautés d'interrogation, les communautés de pratique. Donc, il y a un concept bien connu, notamment dans le domaine du travail social, de l'éducation, etc. Donc, des groupes d'individus auto-organisés qui partagent des centres d'intérêt et développent des expertises communes par des interactions régulières, ce qui produit une identité collective. Et bien sûr, on va regrouper des chercheurs professionnels et des co-chercheurs et des co-chercheuses pour constituer cette communauté de pratique. Les communautés de pratique vont interroger et revoir les critères éthiques qui doivent être spécifiques à la recherche participative et qui vont être dérivés en partie des principes des comités d'éthique traditionnels, protection des données, anonymat, etc., etc. Et dans ce cadre-là, on considère que les chercheurs sont conçus comme des personnes morales faisant face à des dilemmes moraux devant être abordés dans une démarche réflexive. Donc on sort d'une approche principielle de l'éthique qui est encore beaucoup trop souvent utilisée, figés dans des principes généraux qu'il suffirait d'appliquer. Et là, on cherche donc à sortir d'un modèle de l'éthique réglementaire qui est fondé sur des principes formels et une forme de bureaucratie pour aller vers une éthique communautaire qui est co-construite au sein de cette communauté de pratique. Et bien sûr, cette éthique communautaire, elle va se construire en marchant. On va découvrir en marchant que certains des critères formels de l'éthique, par exemple l'anonymat, doit être modifié dans certains contextes. Donc on voit ici, c'est une pratique quotidienne de la négociation des enjeux et des défis éthiques qui émergent au fil des projets de recherche-action ancrés dans les communautés. J'insiste sur le fait qu'il faut porter un regard critique, à mon avis aujourd'hui, sur le cadrage en termes de populations vulnérables. Aujourd'hui, quand on veut faire de la recherche avec certains groupes sociaux qui ont besoin qu'on fasse de la recherche avec eux pour favoriser leur émancipation, je pense en particulier aux enfants, aux personnes dans la précarité, aux personnes handicapées, aux communautés autochtones. Chacun de ces groupes pose des problèmes éthico-déontologiques très complexes qui sont souvent gérés d'une manière ultra-bureaucratique, qui vont faire que, par exemple, quand vous voulez développer un projet de recherche avec des enfants co-chercheurs, vous allez avoir des tas de problèmes. Or, les enfants ont aussi besoin qu'on travaille avec eux en tant que co-chercheurs, et pas uniquement comme sujet que l'institution juridique ou éthique doit protéger.
Donc il y a un déficit en fait, démocratique d'inclusion lié à notre cadrage éthique de la recherche. Il est aussi extrêmement important, et ça on doit vraiment bien l'expliquer aussi aux étudiants, d'ailleurs que ce soit les étudiants en droit ou les étudiants en biologie ou les étudiants en sociologie, parce que c'est des questions qui sont très peu travaillées, ces questions éthiques en moyenne. Définir et négocier les domaines de pertinence respectifs de l'éthique, avec si possible une approche qui ne soit pas basée uniquement sur des principes, mais aussi sur des contextes, la déontologie et du droit. Hein. L'éthique, elle se trouve en amont du droit et en aval du droit. Hein. L'un n'est pas substituable par l'autre. Et quand on travaille sur le terrain dans des recherches biomédicales, comme ça m'arrive très souvent sur les questions de génomique, de biobanque, etc., ou d'autres, on voit qu'une fois que l'administration d'un hôpital a fait son travail juridique, en général, il est content. Hein. Il a défini un cadre sur la manière, par exemple, de produire le consentement général dans la recherche sur le génome. Et on pense qu'on a fait le boulot. On n'a pas du tout fait le boulot. Hein. L'éthique et le droit, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il y a des juges qui interprètent le droit dans les tribunaux. Sinon, on appliquerait des algorithmes juridiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris dans notre milieu. Parce qu'il y a une certaine technicité. Les scientifiques n'aiment pas trop scoltiner au droit et aux principes de l'éthique en général, en moyenne, sauf dans des séminaires spécialisés. Mais c'est extrêmement important de différencier les paramètres de pertinence de ces trois catégories. Et puis, bien sûr, d'être très attentif aux variations et exigences disciplinaires. Donc, c'est intéressant de regarder quels sont les codes de déontologie et l'éthique des professions de recherche. Les anthropologues et les ethnologues qui, en gros, contestent la pertinence de développer des principes éthiques généraux, puisque ces principes sont négociés en continu sur le terrain, parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein, donc, ce qui sera en opposition complète avec l'éthique biomédicale, qui régule en moyenne la recherche sur les êtres humains, un peu partout, et la psychologie expérimentale, par exemple. Là, on a des normes très proches aussi de l'éthique biomédicale. Les historiens vont encore avoir des contraintes différentes. Donc, c'est très important de bien mettre en rapport ces... Voilà, j'ai presque à l'heure. Je fais un peu de publicité, je profite pour un site web et une petite communauté qui se constitue un petit lobby de la recherche-action en Suisse, très très modeste, pas du tout au niveau de l'Alliance Sciences-Société, malheureusement pour l'instant, en France. Rechercheaction.ch, qui est une vraie mine d'informations sur les écrits théoriques, les cas pratiques, les études de cas, sur la recherche participative et la recherche-action. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup.